Alors je ne serai pas très long, mais je voudrais simplement en ce début d'année d'abord vous présenter mes vœux, ceux de l'Académie, et remercier tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont encouragé tout au long de cette année 2020 à assumer la charge de président de l'Académie. Alors je veux dire par là beaucoup de monde en fait. D'abord les permanents de l'Académie qui m'ont aiguillé, qui m'ont évité de faire trop de sottises, et j'espère ne pas leur avoir occasionné trop de tracas. Je voudrais remercier aussi tous les confrères, toutes les consoeurs, académiciens, qui m'ont aidé, qui m'ont tuyauté, qui m'ont aiguillonné parfois tout au long de cette année. Et j'espère avoir rempli à peu près mon mandat, mais enfin l'avenir nous le dira. En tout cas, merci à tous d'être là, que vous soyez anciens, que vous soyez nouveaux, que vous soyez futurs académiciens. Nous sommes ravis de vous recevoir. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Constant Lecoeur, qui va nous détailler l'organisation de notre demi-journée. Bien, écoutez, cher secrétaire perpétuel honoraire, cher trésorier perpétuel et honoraire et actif, puisqu'on a le décret du 6 janvier qui nous est arrivé ce matin par journal officiel. Donc voilà, il est officiellement notre trésorier perpétuel. J'y reviendrai tout à l'heure. Chère présidente et chers membres du bureau passé et à venir, au féminin et au masculin, chers consoeurs et chers confrères, bien sûr, mes premiers mots sont de renouveler mes vœux que vient d'indiquer notre président passé. Et je vous l'ai fait dans un dernier message à tous les membres pour une année audacieuse, que je vous ai dite, radieuse, délicieuse, dynamisante pour vous-même, pour chacun de vos proches. La séance de ce jour sera assez particulière puisque on aura à 16 h le projet d'avis sur la réécriture du génome, éthique et confiance. C'est donc un après-midi exceptionnel à laquelle vous êtes conviés. Alors, dans le déroulé, il y aura bien sûr mon propos d'introduction, il y aura pour l'installation du bureau, il y aura l'ancien président qui fera son passage à sa nouvelle présidente, Nadine Vivier, et puis je sais qu'on a notre trésorier perpétuel qui a depuis quelque temps, vous savez, fait beaucoup de choses dans cette maison, qui veut nous donner des derniers messages. Et un petit mot de Dominique Parent-Massin pour conclure cette réunion qui est cette réunion d'installation avant que j'en invite avec Dominique Parent-Massin tous les nouveaux membres titulaires et tous les nouveaux membres associés qui sont les membres étrangers. Voilà donc l'orientation de la séance telle qu'elle se passera. Je passerai mon propos d'installation du bureau sur le thème du passage, de nouveaux élus au bureau, une présidente, Nadine Vivier, le trésorier perpétuel, Patrice Robichon, le vice-président Jacques Brûlé, que nous félicitons et qui nous souhaitons bon accueil, deux renouvellements, Dominique Parent-Massin en tant que vice-secrétaire et Daniel-Éric Marchand, vice-trésorier, que je remercie tous les deux d'assurer la continuité avec Jean-Louis Bernard, ancien président, et moi-même en tant que secrétaire perpétuel. Ainsi se transmet la gouvernance de notre compagnie. Voilà que prennent fin les contributions particulières de Bertrand Hervieux, qui était notre président en 2018, et de Patrick Olivier, notre trésorier perpétuel. Bertrand Hervieux a marqué son passage par une expérience large des problèmes de la société, sa prégnance de la dimension transversale dans nos travaux, tant dans la préparation des séances que dans les travaux des groupes de travail, comment s'assurer d'une réflexion systémique. Il a aussi développé l'éthique dans les débats au sein de l'Académie. Il a eu le souci du respect des avis divergents. Avec Paul Vial, il a animé les travaux sur la réécriture du génome, sujet hautement sensible sur lequel notre compagnie aura à se prononcer en deuxième partie de l'après-midi. Donc, grand merci Bertrand pour ce que tu as apporté à notre compagnie, et ce que tu apportes toujours à notre compagnie. Patrick Olivier, c'est avec le cœur lourd que nous te quittons au bureau. Il a tellement pris sa mission à cœur de trésorier perpétuel avec engagement,
perspicacité, ténacité. Toujours présent, tant pour négocier avec des partenaires parfois rugueux, coriaces, que pour assurer les menues tâches du quotidien. Pendant son mandat, tout ou presque a été aménagé, transformé, du ravalement de la façade à la réfection récente du toit, de la reprise de la verrière de la bibliothèque à la sécurisation des vitrines pour que les ouvrages soient vraiment bien assurés, de la rénovation de cette salle des séances, qui avait encore les lambris de l'inondation de 2010, hein, mais aujourd'hui, 1910, bien sûr, c'est sur les marches, hein, et ça, on n'oublie pas. Hein, nous lui devons donc le rez-de-chaussée récent aménagé, avec une salle qui est sur votre gauche en entrant, qui sera appelée la salle de la Mare, du nom du donateur du domaine d'Harcourt, comme l'installation tant attendue des toilettes de ces dames, qui jusque-là faisaient la queue pour aller au deuxième étage. Hein, donc, merci, vraiment, c'est ce que tu as fait pour nos dames. Avec Daniel-Éric Marchand, bon, vous avez quand même beaucoup œuvré, et il a engagé les membres à contribuer pour assurer la pérennité de notre académie. C'est le 5e défi du projet stratégique. De plus, homme érudit, il a lancé avec succès l'encyclopédie électronique de l'Académie. Patrick Olivier aura lui aussi fait un excellent passage au sein de notre compagnie, qu'il en soit vivement remercié. Je conclurai par le passage, là encore, hein, du projet stratégique que l'on a adopté en mars dernier, en plan d'action, avec 5 défis qui nous ont été adressés. Un premier défi qui est d'être à l'écoute. Et comment chaque section, chaque membre est à l'écoute de la société. C'est aussi le deuxième défi, c'est mener des travaux de manière transversale. Et là, on sait que Bertrand y a beaucoup œuvré pendant son mandat. C'est développer le partenariat. On a accueilli un certain nombre de personnes ce matin et encore cet après-midi hein, pour montrer que le partenariat avec Agri-ID, avec le Conseil national de l'alimentation, avec le SERPA, avec un certain nombre d'associations, etc. Donc on voit qu'il y a un travail de partenariat qui est bien engagé. On a, vous avez vu, aussi valoriser nos productions, développer la communication. Et je dis, et je répète, mais bon, on a été royal, on a été impérial, on a été central, maintenant on espère être une académie digitale. Hein, c'est d'être présent sur l'Internet, réseaux sociaux, etc. L'on doit bien sûr à Philippe Kimbombled et à Christine Ledoux. C'est le 5e défi, je vous l'ai dit, c'est de faire qu'on assure la pérennité financière, patrimoniale de notre académie. Donc là, on compte bien sûr sur nous tous pour assurer ces défis et faire qu'ensemble, nous assurons la pérennité et la notoriété de notre académie. Merci de votre confiance. Tout à l'heure, je viendrai pour un autre passage, celui des nouveaux membres titulaires et associés, hein, dans quelques instants. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Madame la Vice-secrétaire, Monsieur le Trésorier perpétuel et ceux qui, présents et passés, ont contribué à la marche de cette bonne académie, je voudrais vous donner un petit mot, c'est le mot du président sortant, donc il est libre de ses opinions, de son choix de sujet, et il assume bien sûr les termes qu'il emploie. Donc, lorsque j'ai dû m'atteler à cette tâche, je me suis posé différentes questions. Je me suis dit, dois-je parler de ce qui est ma spécialité et de sa place dans l'académie? Dois-je parler de l'académie elle-même?
Dois-je parler de l'environnement dans lequel nous vivons? J'ai plutôt choisi cette troisième voie. En faisant un constat qui n'est pas forcément agréable, mais au cours de ces 10 dernières années, le monde agricole n'a cessé de se plaindre des pressions constantes qu'il recevait qui jetaient l'opprobre sur les pratiques ordinaires des exploitants, régulièrement décrites, vous en avez des exemples, comme inadéquates, dangereuses pour l'homme, périlleuses pour l'environnement. Quelle que soit la nature et l'origine de ces récriminations, bien des campagnes de dénigrement ont été récemment abondamment relayées, voire amplifiées, au travers de certains médias, y compris malheureusement ceux du service public, qui, de temps en temps, se sont prêtés à des épisodes assez féroces de la contestation. Certes, il n'est pas question de prétendre que la manière de produire les fruits de la terre soit exempte de reproches. Cependant, pour qui veut bien y regarder, la transformation rapide de beaucoup de pratiques agricoles témoigne de la réactivité des producteurs face à l'évolution des connaissances et de leur adaptation à un cadre réglementaire évolutif. Il existe un très grand nombre de domaines où la société s'efforce d'orienter les techniques de production sans forcément les connaître dans le détail et surtout sans en avoir mesuré le bien fondé. Considérés de manière isolée, les thèmes où la demande sociétale est la plus active va à la rencontre d'objectifs simples sur lesquels l'ensemble des citoyens peut facilement se rassembler. On ne peut qu'adhérer en effet à des thèmes qui sont moins de pollution. Tout le monde est d'accord. Moins de résidus dans les aliments, bien sûr. Moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. On est d'accord. Plus de biodiversité, plus de durabilité. Tout le monde est d'accord là-dessus. Malheureusement, les groupes qui se mobilisent autour de certains de ces objectifs agitent bien trop souvent la peur en utilisant des annonces catastrophistes, des données tronquées, des images détournées ou des infox pour parvenir à leur fin. C'est comme cela que je le ressens. Amplifiés par les réseaux sociaux, de tels moyens cristallisent en peu de temps de véritables piliers de dénigrement que l'on appelle volontiers en bon français l'agribashing. Vous le voyez, piliers qui sont repris, commentés en boucle, sans forcément avoir le recul ou la réflexion nécessaire. Or, nous le savons tous, très vite, une information qui est biaisée ou erronée dès le départ peut devenir en quelques semaines ou en quelques jours même un véritable marronnier de l'information quotidienne, qui sert alors à justifier à l'encontre des agriculteurs des reproches acerbes, ils le méritent parfois, des pressions psychologiques plus difficiles, voire des menaces ou des agressions physiques souvent exercées par des néo-ruraux, des groupes activistes, mais aussi de simples associations citoyennes qui, en toute bonne foi, s'efforcent de lutter contre le réchauffement climatique, d'œuvrer en faveur de la santé publique ou de protéger l'environnement. Bien des personnalités en vue, y compris dans le monde politique, se sont ainsi associés à des campagnes dont la répercussion est perçue dans le milieu agricole comme absolument destructrice pour ceux qui en sont la cible. Il est donc important d'éviter les incohérences et de s'attacher à gérer les problèmes réels tout en contrecarrant avec vigueur les fausses informations utilisées à des fins partisanes. Alors, il est des exemples où une campagne de dénigrement se traduit parfois en projet de loi ou en règlement contraignant. Certaines des dispositions envisagées, le plus souvent au plan national, débouchent quelquefois sur des incohérences. On pointe ici des situations où une exigence nouvelle se traduit pour sa mise en application effectivement par l'exploitant, par la dégradation des critères qui sont censés évaluer la conformité de l'exploitation ou des pratiques à d'autres exigences antérieurement formulées. Les exemples ne sont pas rares, mais je voudrais n'en prendre qu'un seul pour illustrer le propos, qui est relativement récent, c'est le stockage du carbone dans le sol. Le stockage du carbone dans les sols agricoles a été fortement médiatisé lors de la COP 21. Cette opération, vous le savez, consiste à lutter contre le réchauffement climatique en augmentant de 4 pour 1000
par an la quantité du carbone stocké dans les 30 à 40 premiers centimètres du sol, afin de réduire la concentration de l'atmosphère en CO2. Bon, c'est un objectif dans le moyen et le long terme. Mais cet objectif louable rejoint en fait un souci très ancien de l'agriculture qui consiste à maintenir la fertilité des sols en enrichissant le substrat à l'aide de résidus de récolte ou d'amendements organiques. L'agriculteur recherche aussi d'autres bénéfices traditionnels qui sont par exemple l'augmentation de la porosité du sol, la capacité qu'il a à filtrer l'eau, une vie du sol plus active, les vers de terre, etc., la réduction de la battance, la réduction de l'érosion. Pour cela, les agronomes, dans cette salle, ont condamné depuis longtemps un certain nombre de pratiques qui étaient autrefois l'écobuage, c'est-à-dire on brûlait énormément dans nos campagnes, on ne brûle plus aujourd'hui, hein, remarquez-le bien. Et plus récemment, les agronomes ont cherché aussi à travailler sur un moindre retournement du sol, de manière à ne pas favoriser une minéralisation trop rapide de l'humus. Et parmi les méthodes de culture les plus favorables à ce fameux 4 pour 1000, cet objectif, on trouve l'agriculture de conservation, le travail simplifié, le semi-direct, technique qui concerne en France le tiers des surfaces de grande culture. Ce n'est pas anecdotique, c'est déjà très bien implanté sur notre territoire depuis ces 30 dernières années. Or, ces méthodes de travail simplifié du sol ont du mal à se passer d'herbicides sélectifs non résiduels, c'est-à-dire des produits qui détruisent l'herbe sans laisser de traces dans le sol. Or, cette famille de produits est assez réduite et aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un seul, c'est le glyphosate. Donc pour l'agriculteur, la question qui se pose est la suivante. S'il veut stocker du carbone dans le sol, il a souvent du mal, pas toujours, mais souvent, du mal à se passer de cet herbicide résiduel, non résiduel et non sélectif. Et s'il s'en passe, cela a comme première conséquence un retour prévisible du travail mécanique et traditionnel qui entraîne davantage de consommation de carburants fossiles, excessivement clair, plus d'oxydation de l'humus avec libération de CO2. Donc les exploitants redoutent aussi, ça c'est pour leur porte-monnaie, il est important par les temps qui courent, ils redoutent aussi une augmentation nette des temps de travaux, l'envol des charges en matériel et en carburant, le recours à d'autres herbicides qui seraient considérablement plus chers, en tout cas que le glyphosate, et une forte dégradation de la compétitivité de leurs exploitations. Alors, in fine, lorsqu'on se met à la place de l'agriculteur, que doit-il faire? Choisir son porte-monnaie, éviter de stocker du carbone. Et s'il veut stocker du carbone, comment doit-il faire? C'est pour beaucoup d'exploitants une quadrature de cercle. Donc les incohérences existent. L'idéal serait de les éviter ou de les minimiser. Plus grave, les fausses informations. Alors, elles agitent manifestement l'opinion publique, hein, vous le vivez chaque semaine. Elles sont nombreuses et récurrentes, activées par ceux qui y trouvent intérêt. Et je voulais vous prendre juste un exemple. De longue date, un thème des plus ordinaires du dénigrement sont les résidus de substances phytopharmaceutiques dans l'alimentation. Alors, il s'agit là d'une interrogation qui est parfaitement légitime. On est en droit de se poser toutes les questions que l'on veut là-dessus. Il faut pouvoir y répondre. Mais tous les citoyens, quels qu'ils soient, y compris les agriculteurs, et toutes les associations de consommateurs, ils sont très sensibles. Cependant, il existe dans ce domaine une masse d'informations considérables et certaines d'entre elles sont assez confusantes et c'est la partie la plus confusante qui est la plus véhiculée malheureusement. Alors il s'agit assurément d'une question complexe où la méconnaissance des réalités scientifiques et de l'encadrement réglementaire est absolument abyssale. Bien rares sont les explications mises à portée du public en ce qui concerne les travaux qu'exigent les autorités afin de connaître la dangerosité d'une substance active et de ses métabolites avant toute autorisation de mise en marché. De même, sont méconnus les travaux relatifs aux résidus qui sont évalués pour l'ensemble des usages d'une même substance. Donc une masse de méconnaissances assez dramatique à mon sens. Or, il existe en Europe une prise de conscience ancienne du sujet et des plans de surveillance qui sont mis en œuvre dans tous les pays de l'Union et dont l'EFSA rassemble les résultats. Cela fournit des données rassurantes lorsqu'on regarde tous les rapports qui ont été faits depuis un quart de siècle.
Alors cette surveillance repose sur l'analyse de produits prélevés sur les marchés, analyses qui sont faites par des laboratoires indépendants, accrédités par les gouvernements. Donc sur la période récente, 2012-2016, ces laboratoires européens ont analysé plus de 400 000 échantillons. Et sur ces 400 000 échantillons analysés, eh bien, ils ont publié, et c'est excessivement clair, que 53% des denrées alimentaires de consommation courante, ce que vous trouvez sur les marchés, ne contiennent aucun résidu quantifiable. C'est une donnée qui est publique et c'est une donnée qui n'est jamais reprise par les médias. 43% des aliments analysés contiennent des traces de substances phytopharmaceutiques décelables, mais bien inférieures aux limites autorisées. Et les 2 à 3% de denrées non conformes, la plupart du temps importées, sont sans conséquence, au dire de l'EFSA, sur la santé du consommateur. Alors pour les citoyens qui sont les moins convaincus par ces résultats, il est ordinaire de recourir à un approvisionnement basé sur l'agriculture biologique, sans savoir pour autant que cela ne garantit pas totalement l'absence de résidus et que les produits chimiques utilisés à AB ne sont pas aussi recherchés dans les enquêtes que ceux de l'agriculture conventionnelle. Depuis peu, on trouve aussi sur les marchés des produits frais zéro pesticides qui ont l'avantage d'offrir, à mon sens, une garantie de résultat. Ce travail a été mis en œuvre par des démarches spécifiques qui émanaient de groupements d'agriculteurs et d'industriels de l'agroalimentaire, et elle est, à mon sens, assez nouvelle et peut répondre à l'attente du consommateur. Alors, cela dit, si les autorités de contrôle sont rassurantes, on doit s'interroger sur ce qui éviterait des distorsions trop outrancières dans l'information de la population, en rendant, par exemple, plus transparente la nature des contaminants alimentaires susceptibles de présenter des risques, parce qu'il y a tout un monde dont on ne parle pas, des risques pour la santé. Ainsi, les experts indépendants des services des États européens, pour eux, le risque dominant dans l'alimentation est souvent d'ordre microbiologique. On parle parfois d'épidémie de listeria, on parle de salmonellose, etc., etc. Le risque majeur, d'après les spécialistes, est de cet ordre-là. Quant aux contaminants chimiques, les principaux risques sanitaires résultent d'abord de la présence quelquefois excessive de substances minérales, telles que les métaux lourds, dont on ne parle jamais, ou de substances naturelles comme les mycotoxines ou les alcaloïdes, dont l'abondance dans l'alimentation est souvent réprimée par l'emploi de produits phytosanitaires. Donc, vous voyez la complexité du sujet, mais l'information existe, mais curieusement, elle n'est jamais bien véhiculée. Alors, dans un contexte comme celui-ci, où des incohérences existent, où les fausses informations sont légion, quel peut être le rôle des académies? Alors, depuis des siècles, une partie du rôle des académies scientifiques a été d'exposer l'avancement des connaissances, de dire les faits et de confronter les points de vue de manière ouverte. Dans le contexte présent, une telle démarche n'est pas suffisante à court terme pour combattre la manipulation et les campagnes organisées autour de simples opinions. Cela dit, cette démarche classique des académies demeure indispensable. Alors, si nous voulons prétendre à relever les incohérences potentielles, il est d'abord vital que notre crédit soit entretenu par un recrutement résolument diversifié et que nos membres se tiennent régulièrement informés de l'avancement des connaissances scientifiques. C'est ce que nous efforçons de faire au sein de l'Académie d'agriculture et ce que font assez régulièrement les autres académies. Cela dit, les relations interacadémiques sont très importantes. Elles élargissent notre champ de vision à partir de communautés d'expertise variées, où les intérêts partisans ont moins de place que dans le monde économique ou politique. Dans le domaine qui est celui de notre académie, agriculture, environnement, alimentation, il est indispensable d'aller au-delà des constats ponctuels afin de porter, à mon sens, un regard plus aigu sur l'évolution dans le temps des usages et des technologies. Souvent, nous regardons le futur. Parfois, il serait bon de se référer au passé pour pouvoir expliquer pourquoi la direction du futur, la moins mauvaise, nous semble être celle-là. Nous ne faisons pas forcément cet exercice.
Cette prise de recul est nécessaire pour comprendre et faciliter la transformation des pratiques qui seraient indispensables et faire en sorte que les modalités de leur mise en œuvre soient le fruit de compromis assumés. Contribuer à combattre les marronniers de la désinformation du public semble dorénavant devoir faire partie de nos tâches, tout en se rappelant que l'opinion publique est volatile et facilement influençable à partir de mots ou de concepts simples, ce qui est fort éloigné du discours ordinaire et des visions portées par les scientifiques. Rappeler sans cesse les faits, être les passeurs d'une information de bonne qualité, veiller à ce que les acquis les plus robustes étayés par la science soient pris en compte, est un travail au long cours dont nous ne devons jamais nous lasser. Il est important aussi que nous puissions davantage faire écho aux travaux des agences publiques en charge de l'évaluation des risques et du contrôle, l'ANSES en France, la DGCCRF, etc. Ces travaux-là ne sont pas connus du public. Si nous voulons que demain, les fantasmes et les opinions peu fondées ne soient pas seuls à occuper le devant de la scène, le monde académique doit enfin attacher une importance nouvelle à sa communication. Elle ne doit plus seulement s'adresser à la seule communauté scientifique, technique ou administrative, mais viser un auditoire plus étendu, voire l'ensemble de la société. Pour cela, nous devrons nous attacher à soigner la clarté et l'accessibilité de nos écrits, à faciliter la compréhension de nos positions par la simplicité de nos énoncés, et sans doute à privilégier des voies de communication inconnues de nos prédécesseurs. Donc, vaste chantier, et je vous remercie de vous y associer. Où faut-il appuyer pour qu'il y ait la pleine image? Je maîtrise moins bien cet appareil, je suis désolé. Ah oui, là, ouais. Il est temps que je m'en aille. Hein. Ah ouais, je crois. Ah oui, c'est compliqué quand même. Merci Philippe. Bon, alors, chers amis, le mot de la fin du trésorier perpétuel. Alors d'ailleurs, je n'aurais pas du tout dû être trésorier perpétuel, mais vice-secrétaire. C'est ce que Gérard Tendron m'avait d'abord demandé. Et quand il m'a proposé de la trésorerie, j'ai tout de suite dit non, en sachant le sale boulot que ça représente dans une structure. Eh bien, je n'ai pas été déçu. Alors, venons-en à l'académie. C'est d'elle que je vais vous parler. Pour qu'une académie fonctionne et surtout rayonne, il lui faut un mens sana in corpore sano. Je pense que vous comprenez encore le latin quand même. Alors, pour le mens sana, je n'ai pas d'inquiétude parce que vous êtes 452 à phosphorer et à briller dans de nombreux articles, déclarations et colloques. Alors pour le corpore sano, nous sommes moins nombreux. Essentiellement, le trésorier perpétuel et le vice-trésorier, et j'ajouterai à ça, bien entendu, le personnel permanent de l'Académie qui fait un très gros boulot à nos côtés. Alors je tiens d'ailleurs, je ne sais pas où il est, mais à remercier chaleureusement Daniel-Éric Marchand, ah voilà, il est dans l'angle, là, il est caché dans l'angle, pour tout le boulot qu'il a accompli avec efficacité et discrétion, et sans lequel nous aurions avancé beaucoup moins bien. Alors, mes 6 années aux affaires, je constate que pour que le corporé de l'Académie soit sano, il faut 2 choses. Il faut un immeuble en bon état de marche, afin d'accueillir dignement, j'insiste sur le dignement, ses membres et les manifestations qu'ils organisent, et des finances également en bon état. Alors l'immeuble, il a été entièrement fait durant notre mandat. J'avais préparé l'inventaire, mais finalement, Constant m'a coupé l'herbe sur le pied, donc je ne vais pas vous lire ligne à ligne. On a tout refait, hein, pratiquement tout. Ah bon, alors d'accord. Alors, ça a commencé par le ravalement de la façade. La salle des séances, on a changé l'éclairage et les agencements. La petite salle de l'entrée, on a réaménagé en salle de réunion et on a installé la bibliothèque. Il y a les toilettes dames au rez-de-chaussée qui viennent d'être ouvertes. Le petit salon, l'installation de vitrines, la réfection de décoration. Le grand escalier, l'installation de la vitrine blindée qui a permis de remonter des pièces qui étaient stockées bêtement dans le coffre-fort. La réfection du parquet, la moquette. Dans le bureau dit du trésorier perpétuel, l'installation de bibliothèque sécurisée qui ont permis de remonter de la cave 40 mètres linéaires de bouquins précieux,
Le bureau du secrétaire perpétuel, on a refait le sol, on a sécurisé les bibliothèques. La salle de la photocopieuse, ça se voit pas beaucoup, mais on a réinstallé toutes les archives des membres qui étaient au sous-sol autrefois et qui risquaient d'être détruites en cas d'inondation. Et on a préparé l'extension de cette salle à venir dans le futur. La bibliothèque, on a changé l'éclairage, la mise en sécurité des bibliothèques, la réfection du plafond translucide, l'installation d'un système moderne de projection. En salle du Frénois, une bibliothèque qui n'existait pas avant, qui a permis de remettre 15 mètres de bouquins. Tout le deuxième étage, on a supprimé les plafonds ouverts, qui étaient quelque chose d'assez bizarre. On a changé les éclairages. On va terminer la peinture des salles. Sur l'immeuble, l'ensemble, c'est très technique. Les têtes thermostatiques, les fils électriques, les trucs comme ça. Bon, je passe. La toiture. Et puis, le dernier truc sont les portes de l'entrée. Alors, vous verrez que j'ai mis des verres différents sur les lettres qui sont là. Parce que les verres sont clairs. Alors, je n'assume absolument pas le choix des couleurs. Hein. Que ce soit clair, je n'y suis pour rien. Alors, parenthèse, hein, dans une structure normale, toutes ces tâches, sympathiques au demeurant, relèveraient d'un responsable technique, éventuellement appointé d'ailleurs. Et on a réussi à faire tout ça sans écorner le capital et même en faisant légèrement progresser nos réserves, alors, sauf pour les gros travaux de 2019, pour lesquels on a emprunté 200 000 euros sur 10 ans, c'est-à-dire que chacun d'entre vous, aujourd'hui, a une dette de 670 euros par membre titulaire. Donc si chacun fait un chèque de 670 euros, on a ce soir purgé la dette, je crois. Hein, et c'est pas énorme, parce que c'est défiscalisé. Donc ça vous coûtera 210 euros, en fait. Alors, et c'est jamais fini. Quand j'ai fait le slide, j'ai donné comme exemple, on n'a toujours pas installé le système de téléconférence, et bien entre-temps, il y a de nouveau une fuite dans le sous-sol de l'immeuble. Oui, c'est jamais fini ici. Alors, au titre de l'immeuble, s'ajoutent 2 tâches spécifiques au travail perpétuel. Je n'avais pas dit ça à Patrice Robichon, parce que j'avais peur que dans ces conditions, il refuse de prendre le poste. Maintenant, je peux lui dévoiler. La première, c'est de venir libérer les académiciens qui sont laissés enfermés dans l'immeuble, après les heures normales d'ouverture. Et, accessoirement, il faut aussi informer la société de la surveillance et la police de la non-nécessité d'intrusion, parce que sinon la police arrive avec les mitraillettes, ça m'est arrivé une fois. La deuxième chose, c'est, lors des crues de la Seine, il faut passer à peu près toutes les 4 heures à l'académie pour vérifier que l'eau ne commence pas à inonder les sous-sols. Mon cher Patrice, bonne chance, hein, vous le savez maintenant. Alors les finances. Les finances, hélas, moi j'ai assisté au croisement des courbes, recettes-dépenses, à partir de 2017. Alors les recettes, vous savez, j'ai déjà exprimé, mais vous savez, dans les recettes, dans les problèmes, il y a une stagnation des dons, il y a même une réduction de certaines sources traditionnelles, un succès très mitigé des recherches de ressources nouvelles, des déboires sur la location des salles, sur les colloques, sur les conférences rémunérées, sur la revue, etc. Sur les charges, il y avait une très faible flexibilité, parce que dans l'ensemble, les charges étaient déjà gérées au plus juste depuis longtemps. J'ai réussi quand même à faire des économies assez sensibles sur les photocopieuses, modérées sur les consommations en changeant les têtes des robinets, des trucs comme ça, mais tout ça compte. Hein. On a réduit la location du Frénois, mais dans un contexte de meilleure utilisation. Donc c'est à la fois une réduction, mais en même temps une meilleure valorisation de ce qu'on fait. Et on a eu, ce qui est très bien, mais en même temps ce qu'il faut financer, une forte montée des coûts liés à la communication. Alors le trésorier perpétuel et le vice-trésorier ne peuvent pas tout faire. Donc l'académie a besoin de l'engagement de tous, afin que 4AF soit le lien efficace avec le milieu professionnel extérieur, afin que les conférences aboutissant à des dons d'entreprise ne soient pas le fait d'une seule membre. Alors en 2019, il y a une seule membre, que je ne nommerai pas, qui est membre du bureau, qui est assis au premier rang, et à elle seule, elle a fait rentrer la totalité de ce qui rentre sur cette ligne dans notre compte d'exploitation. Bravo, c'est remarquable, mais si chacun d'entre vous faisait même simplement le quart de ça, la plupart de nos problèmes seraient résolus. Afin que les colloques contribuent simultanément à l'image et au financement de l'Académie, je rejoins tout à fait le propos qu'a tenu Jean-Louis tout à l'heure, afin que de nouveaux prix et bourses soient créés et financés par des organismes extérieurs, on en a besoin. On voit bien quand on va assister à la remise des prix à l'Académie des sciences à quel point le fait qu'il y ait des entreprises extérieures qui accompagnent ça valorise l'Académie, afin que nos salles soient louées de manière régulière et fonctionnelle, et afin qu'une revue de fonds sur papier ou électronique trouve ces sujets et apporte des ressources. Alors, il y a une pensée que j'aime beaucoup, surtout pour les gens qui ont fait des budgets et des plans à 5 ans. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port. Il paraît que c'est de Confucius, là je vous laisserai vérifier. Et à Sénèque. Alors merci, moi je changerai. Merci, je crois qu'il y a des vrais érudits dans la salle. Merci. En tout cas, c'est un très beau truc et ça définit très bien. Donc, c'est ce que je viens de vous dire avant, ça veut dire que pour tous les domaines que j'ai cités il y a quelques instants, on a exprimé des objectifs financiers et quantifiés dans le temps,
qui ont été inscrits dans le plan d'action du plan stratégique, qui sont avisés par le bureau, la commission des finances et par mon successeur, donc il n'a plus qu'à les mettre en pratique. Alors le sujet qui fâche, la cotisation, pudiquement dite non annuelle. Alors, je vais hésiter à en parler, mais je ne peux pas. C'est une question qui est devenue incontournable à mon grand regret, mes amis. Je ne voulais pas également m'empêcher de vous passer un petit tableau, mais je ne vais pas vous laisser regarder très longtemps, mais qui montre quand même que cette année, à mon grand regret, nous n'avons atteint que 59 475 € de dons. S'il y en a un qui fait un chèque de 525 € avant de sortir, on fait les 60 000, ce qui aurait été très sympa. Vous pouvez voir aussi que la notion de solidarité n'est pas interprétée de la même manière selon les sections, ce qui est regrettable. Alors, c'est une question devenue incontournable, et nous devons penser à l'avenir de notre compagnie, donc ne pas nous contenter de mettre des rustines sur le fonctionnement actuel. Je pense sincèrement que nous ne couperons plus à une forme de don de cotisation obligatoire, aussi désagréable cela soit à exprimer. La question n'est plus tellement si, mais quand maintenant. Et pour moi, c'est que ça permettrait aussi de sortir du système actuel qui est peu moral, où 58% de bons, entre guillemets, payent pour les autres. Alors, je souhaite bonne chance et bon courage au nouveau bureau sur cet excellent programme de travail que je lui laisse. Alors, revenons à l'Académie en général. J'ai eu la chance d'assister et de participer au fantastique réveil de l'Académie. Peut-être les plus anciens membres se souviennent comment c'était avant. Et les moins anciens croient que ça a toujours été comme maintenant. Ben non, ça n'a pas arrêté de changer. Et un exemple tout simple, pour ceux qui ont été reçus ce matin, les nouveaux correspondants, la petite cérémonie à laquelle vous avez été invités, elle est très récente. C'est Gérard Tendron qui l'a créée il y a quelques années. Avant, on est arrivé comme ça un bon matin avec nos cartables sous le bras sans savoir ce qu'on allait faire et qui on allait rencontrer. Maintenant, vous avez une cérémonie. Et beaucoup de choses comme ça ont changé ces dernières années. Alors je constate maintenant, au moment de partir, que nous avons un bureau qui est efficace, cohérent, ça c'est très important, qui est en contact permanent avec les membres entre eux et avec les académiciens. On a un plan stratégique qui exprime nos visions et volontés, donc je renvoie à la phrase de Sénac de tout à l'heure également. Nous avons des groupes de travail réels, qui pour la plupart travaillent, peut-être pas tous, mais ce qui a quand même aussi pas mal changé par rapport à ce que j'avais vu quand j'étais arrivé. Nous avons des délégations régionales, nous avons une communication externe et interne qui fonctionne bien. Alors, je vais utiliser l'expression, il n'est pas là malheureusement, de notre ami Papsec. Les gars, il dit toujours, les gars. Eh bien les gars, continuez. Continuez, vous avez eu l'honneur d'être reçus dans notre compagnie. Soyez fiers d'être académicien, mais dites-le, exprimez-le. Quand vous allez à des manifestations extérieures, quand vous signez des articles, dites que vous êtes membre de l'académie, vous n'avez pas honte à le faire. Impliquez-vous et apportez des idées, mais aussi mettez-les en application. Parce que ceux qui arrivent en disant au bureau, les gars, ça serait bien si on faisait ça, oui, mais on ne peut pas tout faire au bureau. Il faut aussi que chacun prenne sa part de vie de l'académie. Et puis, un point peut-être un petit peu gris, mais si vous ressentez, ou si vous avez des membres qui à un moment ressentent qu'ils sont en période de temps mort, ça arrive, il faut se mettre en congé, de façon à permettre à ce que de nouveaux membres arrivent et apportent leur dynamisme dans le fonctionnement de la boutique. Et ce message est particulièrement adressé au secrétaire de section, afin qu'il le fasse passer. Hein ? Alors, et surtout, écrivez des fiches sur l'encyclopédie, puisque c'est là que vous allez me retrouver maintenant. Merci. Alors, j'ai demandé à prendre la parole quelques minutes, parce que la plupart d'entre vous ont connu un Patrick sévère, arrivant en section, nous présentant les comptes, réclamant des sous, mais n'ont pas toujours bien connu le Patrick que j'ai connu parce qu'il m'a accueilli dans son bureau pendant 1 an. Alors ça a très mal commencé, nos relations. Le jour où je suis rentrée en fonction, il m'a accueilli en me disant « C'est vous qui avez commandé cette horreur ?» Cette horreur, c'était le fauteuil plus ergonomique que le truc un peu ancien, qui en effet ne va pas du tout dans la pièce, j'assume. Le même jour ou le lendemain, alors que je disais à un académicien, viens, on va voir ça dans mon bureau, j'entends dans mon dos. Ce n'est pas votre bureau, c'est le bureau où je vous accueille. Là, je me suis dit, il va falloir se tenir à carreau pendant 1 an, on ne va pas rigoler. Et je me trompais complètement. Patrick est un homme charmant, qui a beaucoup d'humour, il vient de nous le prouver, et qui est taquin. Vous savez, taquin, c'est un peu un mot à la Macron, hein, un mot qu'on n'utilise plus.
Mais c'est très agréable d'avoir un colloque taquin. J'attendais avec impatience, finalement, chaque semaine, voire chaque jour, sa taquinerie, parce que c'est tellement gentil. Et puis, je voudrais vous dire aussi qu'il y a un Patrick que vous ne connaissez pas. C'est le Patrick Olivier Elliott. Prenez Internet et tapez Patrick Olivier Elliott. C'est un auteur connu et reconnu d'ouvrages dont le premier est republié régulièrement depuis 1986. Je crois, Patrick, vous en avez écrit 15 ou 16. Combien ? 21. Oh là, bon. 21, qui sont des petits guides, est-ce que je peux dire ça comme ça ? Des petits guides de régions illustrés par lui, car c'est un très bon dessinateur. Et à cette occasion, je l'ai aperçu l'autre jour à quatre pattes dans son bureau, où j'étais accueillie. Que faites-vous à quatre pattes ? Je cherche une lame de rasoir. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait à l'académie avec une lame de rasoir ? Eh bien non, pas du tout. C'était dans ses activités de dessinateur, car il travaille à la plume, je ne me trompe pas, Patrick, et il a besoin de lames de rasoir pour rectifier ses dessins. Alors vraiment, je vous conseille d'aller voir l'autre face de Patrick au-delà de son humour, et je voudrais le remercier à titre personnel de m'avoir accueilli dans son bureau pendant 1 an, et d'avoir été si agréable et si gentil avec moi pendant cette année-là. Et je voudrais aussi, au nom de vous tous, le remercier très sincèrement pour l'énorme travail qu'il a fait. Et j'avoue que moi, je suis très fière de cet immeuble, d'accueillir du monde dans cet immeuble, et on vous le doit beaucoup, Patrick. Merci. Et on a une surprise. On a une surprise pour vous. Venez nous rejoindre. Après que Dominique ait parlé de l'homme, je reviens au trésorier. Et au nom du bureau et au nom de la commission académique qui l'a approuvé unanimement ce matin, je voudrais vous remettre cette médaille d'honneur de l'Académie pour que vous avez plaidé pour qu'elle soit instituée et vous en serez le premier récipiendaire. Nous vous en remercions. Le deuxième. Ah, le deuxième, pardon. Gérard l'année dernière. Ah, mais oui, c'est vrai, pardon. Donc vous avez un très bon prédécesseur. Il faut dire que la surprise de la médaille, on en a profité parce qu'il avait oublié son ordinateur chez lui. Donc il est reparti en moto chercher son ordinateur et la commission académique a statué pour lui remettre cette médaille. En son absence. Bien. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le trésorier perpétuel, messieurs les perpétuels honoraires, chères consoeurs et chers confrères, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement de m'avoir élu à la présidence de notre compagnie. C'est un grand honneur pour moi. Et je crois que notre vénérable institution a retrouvé un regain de dynamisme, c'est ce qui vient d'être déjà dit, et c'est sans doute ce qui a motivé la proposition des membres du bureau et le vote des membres électeurs pour ce choix de ma présidence, car elle cumule 2 singularités. La première, évidemment, c'est que vous avez choisi une femme, je ne vous le cache pas, et cela reflète la proportion croissante des femmes dans les professions agricoles, alimentaires et de l'environnement.
Mais j'aime vous rappeler que la Société centrale d'agriculture a été précurseur en ce domaine puisqu'elle avait admis en 1855 au nombre des correspondants, par une juste et honorable exception, Madame Millet-Robinet, agricultrice et auteure d'ouvrages très lus sur la tenue des fermes et des maisons. Vous avez aussi choisi, c'est la deuxième singularité, un professeur d'université, ça c'est fréquent, mais un chercheur en histoire contemporaine, ce qui m'est apparu comme une vraie originalité. Si une forte proportion de nos membres sont férus d'histoire et pratiquent la recherche historique, c'est à titre de violon d'Ingres. Dans la liste des présidents depuis 1945, je n'en ai trouvé qu'un seul, celui de 1954, Roger Grand, qui avait une formation d'archiviste et d'historien. Mais il avait aussi été président de chambre d'agriculture. Donc, que vous m'ayez élu prouve votre ouverture d'esprit et l'importance accordée aux sciences humaines. Et c'est ce thème que je voudrais développer, que j'ai mis en titre. Je me suis permis de vous faire un PowerPoint parce que, comme je passe la troisième, il faut un peu que je vous réveille. Mais Patrick m'a bien aidé en vous réveillant. Et après le difficile début d'heure de la sieste. Bien, donc que vous m'ayez élu prouve votre ouverture d'esprit. Et je crois que ce thème est important. L'ouverture d'esprit, la place des sciences humaines sont au fondement de notre compagnie. Je le développerai en deux temps. Celui de la création de la société en 1761 et aujourd'hui en 2020. Deux temps cruciaux où le modèle agricole est remis en question, soulevant des problèmes humains plus que techniques. Donc, premier temps, 1761. Les statuts de 1761 ne nous étonnent pas aujourd'hui. Je pense que personne n'en est étonné. Et pourtant, ils exprimaient une démarche très novatrice. D'abord, divulguer le progrès en agriculture. Louis XV et son ministre Bertin ont créé 22 sociétés d'agriculture dont les statuts sont identiques. Et je cite ce que je vous ai mis là, « Les membres, éclairés par une pratique constante, se communiquent leurs observations et en donneraient connaissance au public. » Se communiqueraient et donneraient leur connaissance au public. Cette phrase contient, à cette époque-là, deux innovations. Tout d'abord, Louis XV veut détacher l'agriculture de l'Académie des sciences dont les membres étaient mandatés pour faire des recherches. L'Académie des sciences était un lieu d'élaboration et de validation des recherches, un cercle de savants. Les membres des sociétés d'agriculture, au contraire, de façon complémentaire, doivent être éclairés par une pratique constante. Ce sont des personnes possédant ou cultivant des terres dans la généralité de Paris, distingués dans leur état et occupés d'augmenter la culture des terres, je cite bien sûr. Ces hommes connaissent l'agriculture et la mise en œuvre des avancées scientifiques. C'est une démarche qui s'inspire par exemple de celle de Duhamel du Manceau, qui à cette époque a repris les théories de l'agronome anglais Jethro Tull, les a testées sur ces terres et ensuite a publié les résultats avec les commentaires. Ça, c'est la première innovation. La deuxième innovation dans cette phrase, elle est très importante parce qu'elle porte en germe une nouvelle vision de la société. Donner connaissance au public. Certes, Olivier de Serres publiait ses conseils, mais leur divulgation se limitait à un cercle étroit de lettrés. Jusqu'ici, avoir les plus beaux produits agricoles prouvait la supériorité du propriétaire. Cela était réservé aux seigneurs qui gardaient les secrets de leurs jardiniers, tout comme un cuisinier garde les secrets de ses recettes. L'idée de donner accès au savoir pour tous est donc un pas vers l'égalité. La volonté du progrès agricole supplante celle du prestige du seigneur. En effet, Louis XV et Bertin ont encouragé la création de sociétés d'agriculture dans chaque intendance, et bien sûr, là, ce sont des élites, mais ces sociétés ont des bureaux dans d'autres villes, et notre société de la Généralité de Paris possédait 3 autres bureaux, Meaux, Beauvais et Sens. Et l'engouement pour l'agronomie était tel qu'une bourgeoisie rurale a créé aussi de toutes petites sociétés locales. S'instruire entre soi,
instruire les autres, que les bonnes méthodes puissent atteindre le plus grand nombre de gens, et en même temps qu'il y ait des échanges entre savants européens intensifiés. C'était bien l'esprit des Lumières. Alors, quelles ont été les idées défendues par les membres de ces sociétés? Je ne vais pas m'attarder, parce qu'on pourrait en deviser longtemps, mais je vais en prendre une seule, celle qui vise à changer radicalement le modèle agricole. C'est l'idée de supprimer les pratiques collectives. Les physiocrates voyaient, ça vous le savez tous, voyaient dans l'agronomie, dans l'agriculture, la source des richesses de la nation. Elle devait donc devenir productive, plus productive. De concert avec les agronomes, les physiocrates ont préconisé un nouveau système agricole et la transition devait aboutir, selon eux, à la condition que le verrou des pratiques collectives saute. Ils veulent supprimer les propriétés collectives et le système de l'open field dans lequel la nature des cultures et des calendriers de récolte s'impose à tous. Et je vous rappelle que dans ce système traditionnel, le propriétaire jouit des fruits de son travail jusqu'à la récolte seulement. Ensuite, la jouissance des terres devient collective par la vaine pâture. Et ce qui soulève à cette époque la question très litigieuse de la propriété du regain sur les prairies, puisque le regain appartient à tout le monde, normalement. Donc la suppression des pratiques collectives signifie une nouvelle conception de la propriété avec un droit exclusif du propriétaire sur la terre. Cela déstabilise le système seigneurial traditionnel. Et les agronomes de la Société d'agriculture ainsi que les membres du gouvernement ont étudié comment faire pour faire aboutir cette transformation. Ils se sont inspirés des enclosures anglaises. Mais les enclosures anglaises obligeaient les non-propriétaires des villages enclos à partir chercher du travail en ville. Alors, la Société d'agriculture a dû lancer des tas de mémoires, de réflexions sur ce sujet. Et le roi a vu le pour et le contre. Il s'est demandé comment régler ces partages de communs et ces clôtures de champs. Et il n'a pas osé adopter des mesures aussi radicales que celles des Anglais. Il a eu le souci des pauvres, maltraités par les enclosures, mais en même temps, il a voulu ménager les seigneurs, auxquels il a laissé des privilèges. Et donc, ces compromis antagonistes ont expliqué le peu de succès des mesures. C'est pourquoi, dans les années 1780, les sociétés d'agriculture ont marqué le pas. Elles étaient affectées par la prise de conscience des difficultés engendrées par ces innovations. Comment réformer les structures agraires sans bouleverser la société, sans changer les structures de domination sociale? Et au même moment, les pays voisins en ont pris conscience eux aussi. Par exemple, Carlos III et son ministre en Espagne, Joseph II en Autriche et aux Pays-Bas. Donc le mouvement des Lumières a déstabilisé le système. Le mouvement des Lumières a déstabilisé le mouvement seigneurial. Les sociétés d'agriculture y ont participé par leur projet de transformation des structures agraires. Les implications étaient plus sociales et morales que techniques. Des membres de notre société, parmi lesquels ceux qui sont derrière l'écran, Broussonnet, Crété de Paluel, Rougier de la Bergerie, ont joué un rôle très important pour défendre ces idées au comité d'agriculture de l'Assemblée constituante entre 89 et 92. Ils ont su faire preuve d'une réelle ouverture d'esprit pour aller vers une égalité dans l'accès au savoir, vers une liberté d'action des cultivateurs. Je tenais à vous rappeler cela parce que les buts paraissent très simples, mais c'était assez novateur, c'était très novateur pour l'époque. La deuxième période sur laquelle je voudrais m'attarder, c'est celle d'aujourd'hui. Jean-Louis a déjà dit beaucoup de choses, donc je vais pouvoir passer plus vite. Au lendemain de la guerre, un nouveau contexte a encore accru la recherche de la productivité des terres, donc le modèle n'a pas changé, il a seulement été perfectionné. En revanche, c'est au tournant du XXIe siècle que l'objectif de productivité est devenu second par rapport à la préservation de l'environnement. Il faut donc à nouveau repenser le modèle agricole.
Et repenser ce modèle agricole aujourd'hui a des implications sociales. Évidemment, je ne vais pas, dans le cadre de ce bref discours, vous rappeler ce qu'est la transition agricole, alimentaire et environnementale, vous le savez tous. Je me contenterai de mentionner 2 caractéristiques de cette transition qui la différencient de la précédente, au moins par l'ampleur des phénomènes. La première caractéristique que j'ai choisie, c'est l'élargissement du nombre des intervenants, et c'est là où je reprends tout ce que Jean-Louis vient de dire de façon très pertinente. Pendant 2 siècles, l'élargissement du nombre d'acteurs formés aux méthodes scientifiques n'a cessé de s'étendre jusqu'à toucher aujourd'hui toute la jeune génération des agriculteurs. Mais leur voix est couverte par celle des consommateurs. Ce sont eux qui veulent imposer leurs normes pour la production de nourriture, pour le respect de l'environnement. Et le poids de cette opinion est amplifié par l'attention que les médias accordent aux mouvements très minoritaires et aux ONG. Alors que les hommes des Lumières se fondaient sur un comportement rationnel, où prévalaient les découvertes scientifiques et leur expérimentation, eh bien on admet aujourd'hui des comportements irrationnels. La science, qui a naguère permis de dominer une nature hostile, est accusée d'être nocive. L'homme, particulièrement l'agriculteur, dégraderait la nature, qui est bonne par essence, d'après ces médias. Donc, craintif devant l'avenir, la société accorde foi à des informations erronées et, j'en arrive à la même conclusion que Jean-Louis, plus que jamais, l'Académie doit diffuser les connaissances non seulement auprès des agriculteurs, mais auprès de nouveaux publics. La deuxième caractéristique sur laquelle je m'attarderai, c'est l'élargissement des champs des compétences requises. Transition agricole, alimentaire, environnementale, le nom suffit à indiquer la complexité de cette transition en cours à cause de l'ampleur de son champ. Elle implique de connaître les conséquences des bouleversements climatiques, la complexité de la diversité et ses équilibres, les conséquences éthiques des modifications génétiques, etc. Par la diversité des compétences scientifiques de ses membres, qui sont réunis dans des groupes de travail, l'Académie peut envisager les divers domaines d'application, et elle le fait avec la préservation des sols, l'adaptation des forêts, des cultures, etc. Mais à côté de tout cela, de toutes les sciences dures, je crois que toutes les sciences humaines doivent être mobilisées pour comprendre les évolutions de l'opinion publique et leur mobile. Je n'en prendrai qu'un seul exemple, j'en avais beaucoup, mais je vois que l'heure tourne et donc je me contente d'un seul. Dans un contexte de pression anthropique croissante et de changement climatique, s'enfle la peur de l'épuisement et la dégradation des biens indispensables, l'air, l'eau, les ressources halieutiques, etc. Sous cette pression, c'est le droit rural qui a progressivement cédé devant le droit de l'environnement, qui est un droit sociétal. Donc le droit reflète bien les exigences de la société et comme au XVIIIe siècle, il est amené à modifier le droit de propriété et les agissements des agriculteurs. Donc le droit est aussi un élément fondamental de notre réflexion et j'ai vu avec plaisir que ce matin, nous avons recruté plusieurs nouveaux membres juristes. C'était l'une des sciences humaines, je ne m'attarderai pas plus. La transition agroécologique se révèle très complexe et elle comporte de fortes implications sociales. Alors comment notre institution peut-elle réagir ? Eh bien, j'ai voulu insister sur ce thème de l'ouverture comme solution aux problèmes sociaux. Depuis quelques années, l'Académie a longuement réfléchi à tous ces aspects. Elle s'est dotée d'un projet stratégique qui a défini 5 défis que Constant a rappelé tout à l'heure. Le premier défi à relever est celui de traiter des problèmes en phase avec les préoccupations de la société et le troisième, celui de poursuivre l'ouverture. C'est la voie dans laquelle nous sommes déjà engagés et je voudrais rappeler combien ces orientations, confirmées dans le projet stratégique, sont judicieuses et profondément enracinées dans notre histoire. Nous devons persévérer et amplifier ce mouvement et cette ouverture d'esprit se décline à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'ouverture pluridisciplinaire, ce qui est le grand atout de notre compagnie. Nous l'avons
dit depuis plusieurs années, mais il faut encore faire des efforts pour améliorer cette ouverture. Sous l'impulsion de nos secrétaires perpétuels et de nos présidents précédents, les groupes de travail intersection se sont développés. Nos travaux avec les 5 autres académies sont aussi l'une des meilleures manifestations de cette ouverture pluridisciplinaire. Seconde ouverture, celle vers un public élargi. Nous avons commencé à descendre dans l'arène publique, à nous adresser à tous les concitoyens et aux consommateurs. Et Philippe Bombled et Christine Ledoux s'y emploient avec succès et ont considérablement augmenté notre audience. Il faut débattre des conséquences des découvertes scientifiques dans le domaine social et éthique. Notre devise est bien éclairer la société et les décideurs. Enfin, troisième ouverture à laquelle je suis très attachée, c'est l'ouverture vers l'étranger, grâce à l'Union européenne des académies d'agriculture, grâce à notre nouveau vice-président Jacques Brulé, qui est actif au sein du GIDE, c'est-à-dire le groupe interacadémique pour le développement, en particulier en Afrique, et grâce aussi aux compétences des nombreux membres, et de nos membres associés qui étaient nombreux ce matin et que nous allons encore accueillir cet après-midi. Alors les 2 moments que nous venons d'évoquer, 1761 et 2020, sont, sous des formes différentes, décisifs dans l'orientation du modèle agricole. Les capacités de recherche scientifique en biologie, chimie, etc., ont permis de progresser au cours des 2 siècles. Et aujourd'hui, elles ont un potentiel énorme pour résoudre les nouveaux défis. Mais les problèmes sociaux et éthiques restent ardus. Il nous faut concilier la nécessité d'engagement, de neutralité, de sens critique. Et c'est là, je pense, où les sciences humaines ont un rôle important à jouer. Et en guise de conclusion, je reprendrai la phrase de l'historien Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, qui me paraît très opportune aujourd'hui. L'histoire est l'art de rappeler aux femmes et aux hommes leur capacité d'agir en société. Le but de cette perspective historique que j'ai brossée rapidement est d'encourager notre hardiesse, notre ouverture d'esprit. C'est ce dynamisme et cette capacité d'agir ensemble que je souhaite à tous nos membres pour cette année 2020. Je vous remercie. Je crois que le moment est venu d'accueillir justement nos nouveaux membres. Merci. Voilà, de concert avec Dominique Parent-Massin, j'appellerai les nouveaux élus des sections impaires et Dominique appellera les élus des sections paires. Alors pour les sections impaires, d'abord production végétale, Jean-Marc Ménard. Est-il là? Oui, je l'ai aperçu. Voilà, Jean-Marc est un agronome éminent de la communauté internationale, particulièrement bien positionné dans cette transition actuelle que connaît l'agriculture vers des approches agroécologiques. Lui qui, en tant qu'agronome, a toujours été préoccupé par ces problèmes d'économie des intrants, itinéraires techniques, diminuant toute forme de nuisance, en travaillant également sur l'optimisation du fonctionnement des exploitations. On remercie particulièrement Jean-Marc, parce qu'il est très très actif, très présent, et merci à lui. Voilà, j'appelle maintenant Claude Pope. Madame Claude Pope est certainement une des épidémiologistes végétales françaises les plus reconnues dans le monde entier. Avec l'appui de France Rapilly et Alain Collenot, elle a fondé le premier laboratoire d'épidémiologie végétale à Grignon, où elle a contribué à la formation de toute une nouvelle génération de jeunes épidémiologistes expérimentalistes et théoriciens, maintenant à la pointe mondiale dans ce domaine. La compréhension des cycles de vie des agents parasites, combinée à l'action de l'environnement sur leur dynamique, sont essentielles pour construire des systèmes de protection des plantes vertueux. Et ces approches épidémiologiques sont aujourd'hui plus importantes que jamais, avec la nécessaire diminution et rationalisation des traitements phytosanitaires.
Dans ce domaine et en application pour les céréales, Claude Pope a été pionnière pour proposer des modèles de culture de variétés mosaïques, voire en mélange, afin de ralentir la progression de maladies aériennes. Merci à elle. Voilà, Nicole Roskam-Bruno, si elle veut venir, viticultrice, œnologue, avec une carrière de juriste, avec un très fort intérêt pour la dimension régionale des intérêts de la viticulture, viticultrice dans le Bordelais, et pas dans n'importe quel Bordelais, voilà. Aidée par ses enfants, elle a initié des approches environnementales innovantes dans le domaine du recyclage des déchets, le pressage, nettoyage et cure. Elle était l'une des 5 premières femmes du Jura Saint-Émilion, n'est-ce pas? Une référence, par ailleurs toujours avec ses enfants, elle s'est lancée dans la vente à domicile, le no-tourisme, ce qui a généré une remarquable reconnaissance internationale. Elle nous a reçus chez elle, très, très gentiment. Merci à elle. Alors, en section 2, Jean-Marc Guel. Jean-Marc Guel est ingénieur agronome INAPG, spécialisation bioclimatologie. Il a conduit des travaux en écophysiologie et en écologie fonctionnelle forestière. Il a notamment développé des approches basées sur les méthodologies isotopiques à Nancy et en Guyane. Il participe activement aux travaux de la section forêt et filière bois, la section 2. Il identifie les thèses pouvant être candidates à une médaille d'argent et contribue à leur évaluation. Il a participé à la relecture de nombreuses fiches de l'encyclopédie en ligne, La forêt et le bois en 100 questions, ainsi qu'à l'édition de l'ensemble. Il contribue au montage de séances publiques de plusieurs sections et il est membre du groupe de travail Eau, Agriculture, Climat. Bienvenue. Bien, maintenant je passe aux productions animales. Claude Allot, qui a occupé pendant plus de 30 années des fonctions de direction très importantes dans les organismes essentiels au développement de l'élevage français, Fédération nationale bovine, l'Union nationale des centres d'insémination artificielle, l'Institut de l'élevage, la Confédération nationale de l'élevage, au sein desquels il a œuvré au développement d'un partenariat de très grande qualité avec la recherche publique. Soucieux du déploiement à l'international de l'élevage français et de ses produits, lait et viande, il a mis en place le Bureau de coopération technique internationale en élevage qui propose à toutes les filières de ruminants une offre d'expertise et de savoir-faire sans équivalent. Et on le félicite parce qu'il a été élu brillamment secrétaire de la 3e section. Donc bon vent à la 3e section. Jean-Louis Perrault, ingénieur agronome, docteur ingénieur de l'ENSA de Rennes, devenu AgroCampus Ouest. Il est recruté à l'INRA et travaillera successivement sur l'alimentation des vaches laitières, la production de lait à l'herbe, puis sur les relations entre élevage laitier et environnement. Il est directeur de recherche de classe exceptionnelle. On lui confiera des responsabilités croissantes, directeur de station de recherche sur la vache laitière, puis de l'UMR INRA AgroCampus Rennes Production du lait, directeur du GDR, groupe de développement recherche, adaptation des filières agro-industrielles animales aux enjeux de développement durable, président du GIS, groupe d'intérêt scientifique Avenir et Élevage. En 2010, il rejoint la direction scientifique agriculture de l'INRA, où il est chargé des recherches en production animale et il devient le directeur scientifique adjoint de l'agriculture de l'INRAE depuis ce 1er janvier. Merci à lui. Section 4, Sciences humaines et sociales, Jean-Pierre Janssen a une brillante carrière de professeur des universités, conseiller scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et président du jury d'agrégation. Historien des sociétés rurales, il a étudié les relations de pouvoir au sein des villages
Il connaît bien l'action des collectivités territoriales et l'enseignement professionnel agricole d'autrefois et aujourd'hui. Membre correspondant de la section 4, il participe régulièrement à ses travaux. Il s'est investi dans la préparation de 2 séances sur la propriété foncière et a présenté une communication. Il a aussi écrit des textes pour la revue de l'Académie. Son élection comme membre titulaire a été proposée à l'unanimité par la section 4. Alors, section 5, on n'a pas beaucoup de chance qu'on a eu des refus, des gens qui pensaient qu'ils n'étaient pas assez disponibles pour l'Académie, mais c'est très honnête de leur part. Hein, pour sa section interaction milieu-être humain, j'appelle Pierre Delage, qui lui a accepté. Voilà. Il est ingénieur géologue, spécialiste de mécanique des sols de très haut niveau. Il a assuré la direction de l'animation scientifique du CERMES, laboratoire de recherche en mécanique des sols de l'École nationale des ponts et chaussées. Sa particularité a été d'établir un lien entre la microstructure des sols et leurs propriétés macroscopiques, notamment les propriétés mécaniques en conditions de non-saturation en eau, comme peuvent être les sols supports de l'activité biologique, plantes, faune, micro-organismes. Il a su redonner un sens à des notions comme la plasticité, la cohésion ou encore les déformations liées à l'eau, comme la consolidation au sens mécanique des matériaux. Merci à vous. C'est un grand honneur pour moi et un grand plaisir d'accueillir Jean-Yves Le Déaut. Jean-Yves Le Déaut est biochimiste, professeur des universités, mais c'est aussi un homme politique, député pendant de très nombreuses années, je ne dis pas combien. Hein. Il a créé et animé, dans le cadre de son activité à l'Assemblée nationale, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il a joué un rôle très actif dans le domaine de la sécurité sanitaire et alimentaire, des OGM et de la réécriture du génome. Alors sur les OGM, j'ai envie d'évoquer une anecdote d'une réunion que vous aviez organisée à l'occasion de la publication d'un monsieur dont le nom finit par I, mais dont je ne cite pas le nom, c'est comme dans Harry Potter, et dans une ambiance excessivement tendue. Et Jean-Yves Le Déaut avait animé cette séance avec un humour, alors qu'on était tous terrorisés, parce qu'on savait que l'auteur de la publication attaquait en diffamation les gens qui disaient du mal de lui, donc c'était extrêmement tendu. Et franchement, c'est un souvenir très fort. Et vous avez aussi beaucoup travaillé sur la place des biotechnologies en France et en Europe, et je crois que c'est vraiment un honneur pour nous de l'accueillir, et je remercie la section 6 de l'avoir sélectionné parmi ses candidats. Et j'ajouterais aussi le féliciter, puisqu'il a été élevé chevalier de la Légion d'honneur à cette promotion du 1er janvier. Alors, la section 6 accueille aussi Yves Combarnou. Yves Combarnou n'est pas là. Alors, il est biochimiste, endocrinologue de reconnaissance internationale, membre correspondant de l'Académie depuis 2010. Ses compétences, tant scientifiques qu'humaines, ont amené l'INRA à lui confier la direction de l'unité de physiologie de la reproduction à Nouzilly, devenue unité mixte CNRS-INRA. À la demande de la direction générale de l'INRA en 2000, il a coordonné et rédigé le document « La physiologie animale à l'INRA » qui a servi pendant plusieurs années de fil directeur à la politique scientifique de l'INRA dans ce domaine. Alors la section 6 nous a également proposé la candidature de Francis Martin, qui n'est pas là. Bien, alors on ne lui en veut pas, mais on va quand même le présenter. Francis Martin est l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la forêt. Il a effectué une carrière brillante à l'INRA. Il est lauréat des lauriers d'excellence de l'INRA en 2012.
Il a été élu membre correspondant de l'Académie en 2005. Francis Martin organise régulièrement des séances à l'Académie d'agriculture. Il participe à de nombreuses émissions radiophoniques nationales, France Culture, France Inter, faisant rayonner la recherche française et l'Académie d'agriculture de France dans les domaines de la forêt et des micro-organismes symbiotiques des plantes. Il vient d'être nommé Distinguished Professor de l'Université forestière de Pékin. Bien, je passe à la section 7, Environnement et territoire, pour accueillir, c'était nouvelle élue, Chantal Gasquel-Oudou. Voilà, Chantal est là. Voilà, agro-hydrologue à l'INRAE de Rennes, étudie les relations entre agriculture, paysage et qualité des eaux. Elle est responsable des questions relatives au sol et à l'eau et contribue au chantier agroécologie en tant que directrice scientifique adjointe à la direction scientifique environnement de l'INRA. Sa carrière a débuté par une recherche fondamentale sur l'hydrologie quantitative des bassins versants et s'est poursuivie en étudiant les flux de matière en vue de traduire l'impact des activités agricoles sur la qualité des eaux. Elle s'est intéressée à la modélisation de l'infiltration, au ruissellement de surface et à l'infiltration de profondeur avec des approches utilisant la géostatistique. Elle a travaillé sur les couplages entre eau, vecteurs et différents paramètres physiques ou chimiques contribuant à la qualité des eaux, des nitrates, des pesticides, les matières en suspension, les MES, et plus récemment le phosphore et la température. Merci à vous, Chantal. Alors c'est avec un grand plaisir que j'accueille Sophie Villers. Sophie Villers est ingénieure agronome, INAPG, YGREF. Elle a également un diplôme supérieur de droit de l'agriculture et auditeur de l'Institut des hautes études de développement et d'aménagement du territoire. Elle est actuellement présidente de section au CGAER, présidente du groupe GIP à Dessia, qui mobilise expertise institutionnelle dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux. Elle a assuré des fonctions importantes, dont celle de directrice générale de l'alimentation dans les années 2001-2002 par là, directrice de l'INAO. Elle est également passée par la direction du budget et le ministère de la Culture, où elle a assuré les fonctions de secrétaire générale du musée d'Orsay, qui n'est pas bien loin. Elle a été élue par la section 8 comme nouvelle secrétaire de section, et en tant que membre de la section 8, je tiens à la remercier beaucoup pour d'avoir accepté cette fonction difficile. Merci. Voilà, maintenant pour la section agrofourniture, Guy Waxman. Je l'ai vu Guy, voilà. Ingénieur agronome, diplômé de l'ENSA Montpellier, titulaire d'un DEA d'écologie végétale. Il a commencé sa carrière au ministère des Terres et Forêts du Québec comme responsable des analyses statistiques, puis à la Compagnie générale de géophysique en tant que responsable de la télédétection déjà. Il rejoint par la suite l'ACTA, où il occupe des fonctions de chef de service informatique et devient directeur des études et développement d'une SARC, ACTA. Guy Waxman a été l'un des pionniers de l'informatique agricole en France et en Europe. On parlait d'Atonati à l'époque. Il est l'éditeur de la lettre électronique du côté du web et l'informatique agricole. Et on sait qu'il est très actif dans la section 9. Merci. La section 10, économie et politique, Marie-Françoise Brizard-Pasquet, correspondante de l'Académie au sein... Bernard. Merci Bernard, merci. Donc, correspondante de l'Académie au sein de la section 10 depuis 2015, Marie-Françoise Brizard est très active au sein de la section, actrice du changement sur son exploitation depuis une vingtaine d'années. Son expérience terrain est précieuse pour l'Académie, ainsi que sa volonté de partager et de témoigner.
Elle souhaite continuer de témoigner en tant qu'agricultrice en activité et s'impliquer dans les réflexions, débats et publications de notre compagnie. Merci beaucoup. Toujours dans la section 10, économie et politique, Sophie de Vienne. Il ne peut pas être là, elle a prévenu qu'elle ne serait pas disponible. Alors, Sophie de Vienne est professeure d'agriculture comparée et développement agricole à AgroParisTech et membre correspondante depuis 2014. Elle a toujours montré un grand intérêt pour les travaux de l'Académie. Elle participe aux travaux du groupe PAC, notamment en tant que spécialiste de la politique agricole et alimentaire des États-Unis, et est intervenue en séance plénière sur ce thème. Elle a effectué plusieurs conférences dans le cadre de la section 10 sur la base de ses travaux de recherche et d'expertise. Enfin, la section 10 accueille également Guillaume Benoît. On a vu, voilà. Guillaume Benoît est ingénieur agronome INAPG, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, membre du CGAAER, président du groupe Eau, Sécurité alimentaire et développement rural du Partenariat français pour l'eau. Son investissement est assidu et ses contributions appréciées dans les travaux de la section 10 du groupe Agriculture, eau et politique publique, dont il est co-responsable, ainsi que des groupes de travail PAC et Agriculture autrement. Merci. Il a été l'auteur du premier point d'académicien sur, c'était les inondations. Là, ça a été un article très remarqué. Merci à lui. Ensuite, les membres associés, j'ai Alal Dakak. Merci. Alal Dakal a fait ses études supérieures en France. Il a un doctorat vétérinaire et doctorat en sciences dès sa sortie de l'école nationale vétérinaire d'Alfort. Je pense en 1973. Il se spécialise en parasitologie, discipline d'intérêt majeur dans un pays nord-africain, tant par son rôle sur la santé animale que par ses multiples incidents zoonotiques. Aidé par les enseignants français, il prend vite ses responsabilités dans le secteur vétérinaire, alors tout nouvellement créé au sein de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II Rabat, et consacrera toute sa carrière au développement de son laboratoire et à une formation exigeante mais équilibrée des futurs vétérinaires marocains. Merci à lui. Danilo Rehenheimer, est-il là? D'accord. D'accord, d'accord. D'ailleurs, Danilo Rehenheimer, dos Santos, que j'aurais dû ajouter, comme ça, ça faisait moins... on aurait mieux compris. Et spécialiste... Il a prévu de venir le 4 mars pour la séance d'hommage à Georges Pépou, où il nous présentera une conférence. Ah ben, écoute, merci. C'est quelqu'un qui est spécialiste de fertilisation, notamment phosphatée et du statut acido-basique des sols tropicaux. Il s'intéresse plus spécifiquement au maintien de la fertilité des sols sous semis direct en comparaison avec des techniques culturales traditionnelles. Ne privilégiant aucune des pratiques, il montre l'intérêt et les limites des pratiques agronomiques. Se démarquant d'autres chercheurs brésiliens ou autres, il s'est intéressé à l'agriculture dite familiale au sud du Brésil et étudie l'impact des rejets d'élevage de porcs et de volailles sur les écosystèmes et sur les nappes d'eau souterraines. Merci aussi et on l'accueillera bientôt. Alors la section 8, alimentation humaine, a le plaisir d'accueillir Georges Casse. Georges Casse est luxembourgeois, mais je crois que ça ne veut rien dire dans son cas, vous allez voir compte tenu de son parcours. Il a fait ses études primaires au Luxembourg, ses études secondaires en Belgique, ses études supérieures, il est toxicologue à Londres, puis il a fait sa thèse au Karolinska Institute à Stockholm, où il est resté 10 ans associé de professeur, puis il est revenu comme professeur dans une université londonienne pour finalement intégrer l'EFSA.
à Parme. Donc, il parle évidemment toutes ces langues. Il est toxicologue senior, référent à l'EFSA, c'est-à-dire que quand il y a un problème toxicologique qu'on ne sait pas résoudre, c'est à lui qu'on s'adresse. Et il est plus particulièrement en charge des risques émergents. Il a déjà participé à la séance sur laquelle nous avions travaillé sur la réévaluation des additifs. Il est chargé de cours dans certaines universités anglaises, irlandaises et suédoises. Il est membre de plusieurs sociétés savantes, dont la Société française de toxicologie. Je plaide coupable, je lui ai conseillé de ne pas venir parce que son avion était à 18h et j'ai eu très peur qu'il le rate pour rentrer à Parme. Mais il sera là, notre première réunion de section, le 30 janvier, et nous l'accueillerons à ce moment-là. Alors, j'accueille Carmel Cahill, qui est irlandaise, mais qui parle très bien français. J'ai pu le constater ce matin. Alors, Carmel Cahill a terminé sa brillante carrière au sein de l'OCDE comme directrice adjointe de l'agriculture et des échanges. Elle a joué un rôle majeur et pionnier pour approfondir l'analyse de l'économie et des politiques agroalimentaires au niveau mondial, en portant son attention sur les thèmes nouveaux tels que les chaînes de valeur ou la politique agricole de l'Inde. Son implication politique au plus haut niveau s'est manifestée lors des réunions des ministres de l'agriculture de l'OCDE, du G7 et du G20. Bienvenue. Voilà, bah écoutez, il ne reste plus qu'à remercier d'abord tous ceux qui ont pu venir, parce que c'est quand même une prouesse avec nos temps de déplacement. Remercier aussi Corinne Minier et bien sûr Sylvie qui ont préparé tous ces dossiers, parce qu'on sait que c'est quand même une grosse préparation. Merci à elles.